Alors le Rambam, alors le 16 qui se lève, 5786, comment positif numéro 245. C'est comment qui nous a été enjoint en ce qui concerne la loi de l'achat et de la vente, c'est-à-dire de quelle manière se pratique une acquisition et une vente entre les vendeurs et les acheteurs. Ce procédé nous est enseigné par le verset « Si donc tu fais une vente à ton prochain, ou si tu acquiers de sa main quelque chose que nos maîtres interprètent ainsi, si tu acquiers de sa main quelque chose, c'est-à-dire en le déplaçant. » Il s'est déjà avéré que selon la Torah, une marchandise s'acquiert par le versement du prix d'achat. Quant au déplacement dans le cas de biens immobiliers, il ne constitue qu'une disposition ordonnée par nos maîtres, de même que la faculté pour le vendeur de pouvoir transmettre l'objet à l'acheteur ou de le faire soulever, autre mode d'acquisition prévu par les sages. Nos maîtres expliquent ainsi ce problème, de même que le déplacement a été institué comme mode d'acquisition pour les acheteurs, de même en est-il du déplacement pour les gardiens. Tu comprends ainsi que les conditions d'acquisition pour le déplacement du marchandise lors d'une vente ont été instituées par nos maîtres, comme cela est expliqué à son endroit en ce qui concerne les autres modes d'acquisition de terres et autres choses semblables, c'est-à-dire par le contrat de vente et par l'entrée en jouissance. Les sages les ont institués en s'appuyant sur des versets de la Torah. Les détails juridiques de ce commandement, c'est-à-dire la connaissance des modes d'acquisition de telle ou telle sorte de biens, se trouvent exposés dans le premier chapitre du traité Kiddushin, dans le chapitre 4 et dans le chapitre 8 de Baba Metzia, et dans le chapitre 3, 4, 5, 6 et celle de Baba Patra. 3. Prakim. 16. Kislev, 5786, Sefer Kinyan, loi relative aux voisins, chapitre 13. Dans le cas d'une donation d'un bien immeuble, la loi relative aux propriétaires limitrophes n'est pas appliquée. Mais s'il est écrit dans l'acte de donation que le donateur assume une garantie hypothécaire du bien donné, l'immeuble est sujet à la loi relative aux droits du propriétaire limitrophe, puisqu'il y est fait mention de la clause de garantie hypothécaire. Il s'agit évidemment d'une vente déguisée, le vendeur n'ayant inscrit le terme donation que dans le but d'annuler le droit du voisin. Et combien le propriétaire et limitrophe doit-il verser à l'acheteur? Ce que vaut le terrain. Si l'acheteur déclare en effet, nous avons usé d'un stratagème, c'est en réalité une vente et je l'ai acheté pour tel prix. Il prête un serment en tenant un objet saint et perçoit ce qu'il réclame conformément à la loi relative au mandataire. Il me semble que l'acheteur doit déclarer un prix vraisemblable ou légèrement plus. Mais s'il dit d'un bien qu'il vaut 100 sous, je l'ai acheté pour 200 sous, il n'est pas cru. S'il est écrit dans l'acte de donation, j'ai pris sur moi la garantie de cette donation, de sorte que si elle lui est retirée, je lui paierai 200 sous. Le propriétaire limitrophe doit lui payer 200 sous avant de les verser, bien que le bien ne faille qu'amaner 100 sous. Dans un cas d'échange d'une cour contre une autre, la loi relative aux droits du propriétaire limitrophe n'est pas appliquée. Dans un cas d'échange d'une cour contre un animal ou contre des biens meubles, on évalue le prix de l'animal ou des biens meubles en question et le propriétaire limitrophe verse cette somme à l'acquéreur et les minces. Ce dernier ne peut pas dire au propriétaire limitrophe « Donne-moi quelque chose de semblable à ce quoi j'ai acheté la cour », car c'est là une ruse entre le vendeur et l'acheteur qui est sans aucun effet. Si un homme vend à un autre un petit terrain au milieu de son champ, puis le vend à un deuxième terrain à côté de ce champ qui est au milieu, on considère la chose suivante. Si la petite partie qui lui a vendu en premier est de meilleure ou de moins bonne qualité que le terrain qui lui a vendu ensuite, l'acheteur fait acquisition. Le propriétaire limitrophe ne peut pas l'évincer puisqu'il en est lui-même propriétaire limitrophe en vertu de cette petite partie qu'il a achetée au milieu. Et si cette petite partie qu'il a achetée au milieu est similaire à celle qu'on lui a vendue ensuite, sur le côté, on considère que c'est une ruse entre le vendeur et l'acheteur et par conséquent le propriétaire limitrophe peut l'évincer du dernier champ qu'il a acheté. Dans le cas d'une vente sous condition que la condition a été stipulée par le vendeur ou par l'acheteur, le propriétaire limitrophe ne peut pas évincer l'acheteur avant l'accomplissement de la condition. Alors que l'acheteur acquérera le terrain, il ne restera plus aucun droit au vendeur dessus et c'est ensuite le propriétaire limitrophe pourra l'évincer. Dans le cas d'un acheteur qui aurait érigé une construction ou bonifié le propriétaire qui a acheté ou bien qu'il aurait détruit ou détérioré, le propriétaire limitrophe peut l'évincer en lui remettant une somme qui lui est appropriée. Il est, dans toutes ses actions, considéré comme le mandataire de ce voisin. Et de même, dans le cas où l'acheteur aurait fait un emprunt avant d'être évincé par le propriétaire limitrophe, ce dernier ne peut pas être évincé par le créancier. Tel est le principe fondamental dans toutes ces lois. Quiconque achète un terrain limitrophe d'un autre est considéré comme un mandataire pour ce voisin. On considère qu'il l'a mandaté pour défendre et non pour nuire à ses intérêts.
C'est pourquoi, si l'acheteur améliorait le terrain, il perçoit le montant des dépenses. S'il a causé une perte en creusant le sol et en détruisant le terrain, ou qu'il ait joui des fruits, ou on le déduit du prix. Dans quel cas compte-t-on les fruits? Si on a joué après le propriétaire limitrophe s'est présenté et a apporté l'argent pour l'évincer. Mais concernant tous les fruits dont il a joué avant, on considère qu'il a joué des fruits lui appartenant et ils ne sont pas pris en compte. Si une personne a acheté un champ appartenant à deux propriétaires et que le propriétaire limitrophe vienne l'expulser d'une seule moitié, acheter à l'un des deux propriétaires, il ne peut pas le faire. Soit il l'expulse de tout le champ, soit il lui laisse le champ tout entier. En revanche, dans le cas d'un terrain vendu à deux personnes, le propriétaire limitrophe peut expulser les deux acheteurs ou bien en expulser un et laisser l'autre. Si un voisin limitrophe vient évincer l'acheteur, mais qu'avant de l'évincer, il vend le champ limitrophe qu'il possède, il perd son droit. Si un mandataire effectue la vente d'un terrain pour son mandant alors qu'il est lui-même le voisin limitrophe de ce terrain, il ne peut pas expulser l'acheteur. En effet, il lui a lui-même vendu le terrain en question et il n'est pas de plus grand renoncement que cela. En cas d'éviction du propriétaire limitrophe ayant expulsé l'acheteur par un créancier du vendeur, le propriétaire limitrophe se retourne contre l'acheteur et personne de lui sont dus. Et l'acheteur se retourne contre le vendeur et personne de lui sont dus. Le propriétaire limitrophe peut expulser tout créancier qui aurait saisi le terrain en paiement de sa créance. En effet, le pouvoir d'un créancier ne saurait être plus important que celui de l'acheteur. Et si le débiteur évincé désire verser la somme d'argent qu'il doit, son champ lui reviendra toujours comme il sera expliqué à l'endroit voulu. Si un mineur possède un terrain limitrophe d'un terrain qu'il a été vendu et que le tribunal considère que c'est à son bénéfice, il évince pour lui l'acheteur, on lui permet de prendre une part avec les autres propriétaires limitrophes, selon ce que bon lui semblera. Un homme dont la femme possède un terrain limitrophe d'un autre terrain vendu peut évincer l'acheteur. En effet, tous les biens d'une femme sont en la possession de son mari. Et tout avantage qui parvient à la femme, c'est un avantage pour son mari. Même si un kinyan a été effectué avec la femme pour confirmer qu'elle renonçait à ce droit en faveur de l'acheteur. Cela est sans effet et son mari peut expulser l'acheteur. Dans ce cas, où la femme aurait de sa propre initiative évincé l'acheteur. Et de même, dans le cas où un esclave faisant du commerce avec les biens de son maître aurait évincé l'acheteur d'un terrain limitrophe. Si le mari de la femme ou le maître de l'esclave le désirent, ils peuvent maintenir ce qui a été fait pour eux. S'ils le désirent, ils peuvent ne pas maintenir ce qui a été fait et le terrain est restitué à l'acheteur qui rend l'argent. C'est faire Kinyan, loi relative au voisin, chapitre 14. Celui qui désire vendre son champ, s'il fait venir au tribunal son voisin limitrophe, et celui qui désire acheter le champ et dit au voisin limitrophe, s'il désire acheter le champ à tel prix, fais-le. Et sinon, retire-toi et voici l'acheteur. Il ne reste plus de réclamation possible pour le propriétaire limitrophe. Soit il apporte l'argent immédiatement et achète le champ, soit il perd son droit. Si le voisin déclare, je te m'efforcer de trouver et d'apporter l'argent, on n'accepte pas. S'il dit, je m'en vais apporter l'argent et que l'on estime qu'il possède une telle somme, on attend qu'il aille l'apporter. Et s'il n'est pas probable qu'il possède une telle somme, on n'accepte pas sa demande car on suppose qu'il ne désire que retarder. C'est pourquoi on lui dit, ou tu tires maintenant l'argent, ou ton droit est annulé, car on ne fixe pas de délai au propriétaire limitrophe pour trouver les fonds nécessaires. Le voisin et l'acheteur auraient-ils tous de tirer des pièces d'argent si celles de l'acheteur sont meilleures que celles du voisin, ou bien si elles sont plus courantes, le voisin perd son droit et la loi relative au voisin limitrophe ne lui est pas appliquée si l'acheteur désire acheter le terrain pour y construire des maisons, tandis que le voisin désire l'ensemencer, l'acheteur en fait acquisition pour l'établissement de la terre et dans ce cas, la loi relative aux droits du voisin n'est pas appliquée. Si l'acheteur vient prendre conseil auprès du voisin limitrophe en lui disant « Un tel ton voisin désire me vendre ce champ, dois-je lui acheter ?» et que le voisin lui répond « Va, achète ». Il ne perd pas pour autant son droit et peut évincer l'acheteur après son achat à moins qu'un kinyan n'ait été effectué entre eux à cet effet. Dans quel cas dit-on qu'un kinyan est nécessaire? Lorsque le voisin a renoncé à son droit en faveur de l'acheteur avant l'achat du champ par ce dernier. Mais s'il a renoncé à son droit en faveur de l'acheteur après l'achat de ce dernier, par exemple en venant aider l'acheteur ou en le louant sa propriété, ou en ne protestant pas tout en le voyant construire ou détruire quoi que ce soit, ou user de la propriété, il est réputé avoir renoncé à son droit et ne peut plus l'évincer. Dans le cas où le voisin se trouve dans une autre ville, ou bien
qu'il est malade ou mineur, quand après un certain temps, le malade guérit, le mineur devient adulte, ou le voyageur revient. Il ne peut pas évincer l'acheteur, car si l'on suggère cela, personne ne pourrait plus vendre son terrain, car l'acheteur dirait, dans quelques années, il me sera retiré. C'est ainsi que les géonymes ont légiféré. Dans le cas d'un homme qui aurait vendu son terrain valant 200 sous pour un mané 100 sous, soit il vend moins cher à tout le monde, le voisin limitrophe verse 100 sous à l'acheteur et l'expulse. Et s'il ne consent pas de rabais pour tout le monde, le voisin limitrophe paye à l'acheteur les 200 sous que vaut le terrain, car on considère que le vendeur a fait un don à l'acheteur. L'acheteur aurait-il acheté un terrain valant un mané 100 sous pour 200 sous? Le propriétaire limitrophe ne peut l'évincer que s'il lui paye 200 sous. Si le voisin limitrophe prétend que le vendeur et l'acheteur ont fait entre eux une collusion à son détriment et qu'en vérité l'acheteur ne paye que 100 sous, l'acheteur prête serment en tenant un objet saint, un rouleau de la Torah, et perçoit 200 sous. Et s'il y a des témoins attestant que l'acheteur a effectivement payé 200 sous et que le voisin limitrophe prétende qu'il y eut un accord entre l'acheteur et le vendeur, sans être pourtant certain que ce dernier n'a pris de l'acheteur que 100 sous, il paye le prix conformément à l'attestation des témoins. Puis il évince l'acheteur et lui fait prêter un serment d'incitation par lequel il jurera avoir acheté le terrain pour 200 sous et il sera quitte. Quiconque désire vendre un terrain doit procéder ainsi lorsque deux personnes viennent, disant chacune « je vais acheter pour cette somme ». Aucune d'elles ne possédant un terrain limitrophe. Si l'un fait partie des habitants de la ville et l'autre possède un champ avoisinant mais non limitrophe, celui qui habite la ville a priorité. Si l'un est un voisin et l'autre un érudit, l'érudit a priorité. Si l'un est un proche parent et l'autre un érudit, l'érudit a priorité, car cela fait aussi partie du bien et de la droiture. Si l'un prend les devants et achète le terrain avant l'autre, il en fait acquisition et l'autre, qui aurait dû avoir priorité, ne peut pas l'évincer dès lors qu'aucun d'eux n'est le voisin limitrophe. En effet, les sages n'ont ordonné cela que pour inviter les gens à avoir une bonne conduite. Une personne bien éduquée agit ainsi. Fin des lois des voisins avec l'aide de Dieu. C'est faire qu'il y a une loi relative aux mandataires et aux associés. Introduction, chapitre 1. Loi des mandataires et des associés. L'objet de ces lois est de connaître le statut du mandataire et de l'associé d'une personne, et les lois qui les régissent, concernant leur achat et leur vente, leur perte et leur gain. L'explication de toutes ces lois se trouve dans les chapitres que voici. Quand quelqu'un dit à son mandataire « Sors et vends pour moi un bien immeuble, ou des biens meubles, ou achète pour moi », ce dernier accomplit son mandat en faisant la vente ou l'achat. Et toutes ces actions sont effectives. La désignation d'un mandataire ne nécessite ni kinyan à cet effet, ni témoin. Cette désignation s'opère par simple déclaration verbale en privé. Les témoins ne sont nécessaires que pour mettre au jour la chose en cas de contestation de l'un d'eux, comme pour toutes les autres réclamations. Si un mandataire a enfreint délibérément les instructions de son mandant, ce qu'il a fait n'a aucune valeur, et de même s'il a commis involontairement une quelconque erreur sur le prix, qu'il s'agisse de biens immeubles ou de biens meubles, la vente est résiliée, car le mandant peut lui dire « Je t'ai envoyé pour défendre mes intérêts et non pour nuire à ceux-ci ». En effet, la règle énoncée par les sages selon laquelle les lois relatives à la lésion sont applicables dans le cadre d'une transaction portant sur des biens meubles quand la lésion est d'un sixième, mais elles ne le sont pas dans le cadre d'une transaction portant sur des esclaves, des titres de créance ou des biens immeubles, ne concerne que celui qui vend ce qui lui appartient ou fait un achat pour lui-même. Mais partout, quand c'est un mandataire qui commet une telle erreur, fût-elle minime, la vente est résiliée. Si un homme remet de l'argent à son mandataire en le chargeant d'acheter pour lui un bien immeuble et que ce dernier le lui achète avec une clause de non-garantie hypothécaire, c'est un tort. Par conséquent, le mandataire devra acheter le bien immeuble pour lui-même, sans garantie hypothécaire, comme il l'a fait, et le revendre à son mandant. Puisqu'il l'a acheté avec l'argent de ce dernier avec garantie hypothécaire, celle-ci incombe au mandataire. Il en va de même pour tout cas semblable. C'est pourquoi, si le mandant a stipulé qu'il le désignait comme mandataire, que ce soit pour défendre ses intérêts ou pour y nuire, alors même si le mandataire vend ce qu'il vaut 100 dinars pour le prix d'un dinar, on achète ce qui vaut un dinar pour le prix de 100 dinars. Le mandant ne peut pas se rétracter et est tenu de payer le mandataire conformément à ce qui a été stipulé.
Dans le cas où le mandant a dit à son mandataire, vends pour moi un bête-serre de mon champ, et ce dernier a vendu 2 bêtes-serres, il a été au-delà des instructions données. L'acheteur n'acquiert donc qu'un seul bête-serre. Dans le cas où le mandant lui a dit, vends pour moi 2 bêtes-serres, et il a vendu un seul bête-serre, il en fera les instructions du mandant, et par conséquent, l'acheteur n'a rien acquis. Dans le cas où le mandant lui a dit, vends pour moi le champ à une personne, il l'a vendu à 2 personnes, sa vente est nulle, puisqu'il a enfreint les instructions du mandant. Si le mandant lui a dit, vends pour moi le champ sans précision, même s'il l'a vendu à 100 personnes, sa vente est effective. Si un mandant promet de l'argent à son mandataire pour acheter du blé ou un autre type de marchandise, mais qu'il ne l'achète pas, le mandant n'a que des griefs à l'égard de son mandataire et celui-ci n'est pas tenu de verser des indemnités pour l'inexécution de la tâche. S'il lui a remis l'argent pour acheter du blé, que ce soit pour la consommation ou dans un but commercial, et qu'il a acheté de l'orge, et si le mandant lui a donné de l'argent pour acheter de l'orge et qu'il a acheté du blé, si le prix du produit acheté par le mandataire a baissé, c'est à lui d'en assumer la perte, parce qu'il a dévié des instructions qui lui ont été données. Et si le prix du produit acheté a augmenté, le bénéfice revient au propriétaire de l'argent, et si le cours est fixe et reconnu et que le vendeur ait rajouté de la marchandise en nombre, poids ou mesure par rapport au prix payé. Tout ce qui a été ajouté par le vendeur appartient aux deux et le mandataire partagera le surplus avec le propriétaire de l'argent. Mais s'il s'agit d'une marchandise dont le prix n'est pas fixe, tout appartient au propriétaire de l'argent. Quand une personne qui doit une somme d'argent à une autre, que ce soit à titre de prêt, de dépôt ou de louage, remet l'argent à un mandataire en lui disant « apporte cet argent à mon créancier ». Le mandataire n'a pas besoin de prendre soin de remettre l'argent au créancier en présence de témoins. Mais si le débiteur a dit au mandataire « ne rembourse cette dette qu'en présence de témoins » et qu'il la rembourse en l'absence de témoins, le mandataire est tenu de payer en cas d'éventuelle réclamation de la part du créancier. Et de même, s'agissant d'une créance constatée par un titre que le mandant ait dit à son mandataire « reprends le titre et donne-lui l'argent » ou bien « donne l'argent et reprends le titre ». Si le mandataire a remis l'argent sans témoin et sans reprendre le titre, il est tenu de payer en cas d'éventuelle réclamation du créancier car son mandant l'a mandaté pour défendre et non pour nuire à ses intérêts. Soit le cas suivant, un mandant envoie de l'argent par l'intermédiaire de son mandataire en lui disant « apporte cet argent à un tel envers que j'ai une dette ». Le mandataire y va et paye le bénéficiaire sans témoin. Si le mandataire déclare « j'ai payé », que le créancier ouvrier dise « je n'ai rien reçu » en présence des trois protagonistes. Le mandataire doit prêter un serment d'incitation certifiant qu'il a payé le bénéficiaire. Le créancier ouvrier doit prêter un serment de la Torah pour certifier qu'il n'a rien reçu et le mandant doit payer au créancier, ouvrier ou déposant. Et même s'ils sont deux mandataires, leur témoignage est sans effet parce qu'ils sont directement impliqués puisqu'ils ont l'obligation de prêter un serment d'incitation. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque le mandataire dément le créancier et que les trois protagonistes sont présents. Mais si le mandataire vient chez le mandant et déclare « j'ai donné ce que tu m'as dit de donner », le mandant ne peut pas lui faire prêter un serment d'incitation pour certifier qu'il s'est acquitté de sa mission, car il n'y a personne qui prétende avec certitude le contraire. Et de même, si les mandataires sont décédés, ils se sont partis outre-mer, que le créancier vienne réclamer son dû, le débiteur ne peut pas lui faire prêter un serment d'incitation pour certifier que le mandataire ne l'a pas remboursé. Il n'y a personne qui déclare avec certitude qu'il a reçu l'argent. Plutôt, le débiteur proclame une mise au banc indéfinie contre quiconque exige de lui une seconde fois un paiement qu'il a déjà reçu et paye la dette qui lui incombe. Il en va de même pour tout cas semblable. Soit le cas suivant, Réhouven envoie à Shimon une lettre lui disant « Le mané que tu me dois, envoie-le-moi par Lévi ». Si Shimon accepte d'envoyer le mané par Lévi, il n'en a plus la responsabilité, qu'il s'agisse d'un prêt ou d'un dépôt, et ce à condition qu'il reconnaisse l'écriture de Réhouven. Et si le créancier Réhouven prétend « Je n'ai pas écrit cette lettre et je ne t'ai rien envoyé », le débiteur prête un serment d'incitation pour certifier qu'il a reçu une lettre manuscrite et de Réhouven, et c'est pour cela qu'il a envoyé l'argent via Lévi, et quitte. Telle est la directive que mes maîtres ont donnée. En revanche, si l'écriture n'était pas celle de Réhouven ou si le débiteur ne sait pas s'il s'agissait de l'écriture de Réhouven, quand bien même des signes et des lettres convenus entre eux exclusivement y auraient été inscrits, dans ce cas, si Réhouven prétend « je n'ai pas envoyé de lettres » et d'autres personnes t'ont trompé. Shimon est responsable du mané et paiera Réhouven après avoir proclamé une mise en banc contre celui qui a intentionnellement envoyé cette lettre falsifiée et ne l'admet pas. Certains décisionnaires ont donné comme directive que Réhouven doit prêter serment avant de percevoir l'argent, comme le veut la loi pour tous ceux qui prêtent serment et perçoivent leur dû. Soit le cas suivant.
Lévi est venu mandaté par Réhouven pour obtenir un emprunt auprès de Shimon et a pris 50 sous de Shimon. Si Réhouven vient et dit, je ne l'ai envoyé que pour prendre 20 sous et il m'a seulement apporté 20 sous. Réhouven prête serment qu'il n'a envoyé à Lévi que pour lui apporter 20 sous et que Lévi lui a seulement apporté 20 sous. Comme toute personne qui reconnaît partiellement la réclamation qui lui est faite, Lévi prête un serment d'incitation pour certifier que les 50 sous que Shimon m'a donné, je les ai remis à Réhouven. Et tous deux, Réhouven et Lévi, sont quittes et ne sont pas tenus de payer à Shimon la différence. Si c'est Shimon qui a une dette de 50 sous envers Réhouven et que ce dernier ait mandaté Lévi pour percevoir son dû et prétendre ne l'avoir mandaté que pour recevoir 20 sous et n'avoir reçu effectivement que 20 sous en remboursement. Réhouven prête serment sur ses dires. Lévi jure qu'il a apporté les 50 sous et Shimon doit payer la différence de sa poche. Il en va de même pour tout cas semblable. Amen.